compatriotes, frères africains, hôtes du Mali. Au seuil du Nouvel An, je voudrais m'acquitter de l'agréable devoir de présenter mes vœux les meilleurs à chaque Malienne et à chaque Malien, à nos frères africains, aux hôtes du Mali et aux nombreux amis que compte notre pays de par le monde. L'aube d'une année est par excellence un moment de prière pour nous-mêmes, pour tous ceux qui nous sont chers, afin que se réalisent nos aspirations les plus ardentes à une vie toujours meilleure. C'est aussi et surtout en cette occasion qu'il nous est fait obligation de mettre en perspective la nouvelle année que l'on souhaite toujours meilleure pour nos familles, nos proches et notre pays tout entier. L'histoire retiendra 2012 comme une année de remise en cause et de certitudes ébranlées. Partout dans le monde, avec des crises économiques et financières, des crises de civilisation, des crises de société ou des crises de régime. En Afrique, les indicateurs restent préoccupants. Notre continent a encore faim et soif. On y meurt encore trop jeune. Et sa population, qui connaît une croissance sans précédent, vit en très grande majorité sous le seuil absolu de pauvreté. Pour le Mali, l'histoire retiendra que l'année 2012 fut une année noire, une année tragique, où l'existence même de notre pays a été fortement menacée. En effet, depuis mars 2012, notre patrie est coupée en deux. Les 2/3 de notre territoire national, constitués des régions de Kidal, de Gao, de Tombouctou et d'une partie de la région de Mopti, sont occupés par des irrédentistes, des terroristes, djihadistes et autres salafistes, se réclamant de l'islam, mais en réalité tenant d'un anti-islam intégriste et rétrograde, des narcotrafiquants et d'autres acteurs du crime organisé et transfrontalier. Ces obscurantistes sortis tout droit du Moyen-Âge occupent et souillent la terre de nos ancêtres. Ils heurtent notre conscience nationale, humilient nos populations, violent nos femmes, s'attaquent à notre culture millénaire et jettent sur les routes de l'exode femmes, enfants, jeunes et vieux dans le cadre de la mise en œuvre de leurs projets. Ce projet démoniaque qui est en train de naître sous nos yeux est en réalité un projet criminel étatique, ni pour le musulman, ni contre le chrétien. Il est hors de toute foi et hors de toute loi. Il n'a qu'une religion, l'argent et la luxure, une doctrine, la terreur, un terreau, la misère et le mal développement. Il n'est rien d'autre qu'une aventure criminelle. Criminelle pour l'homme, criminelle pour tout homme, où qu'il soit, au Mali et au Sahel aujourd'hui, dans le reste du monde demain. Il est vrai que c'est le Mali qui est aujourd'hui le théâtre tragique d'une telle aventure. Et ce n'est pas à notre gloire que ce pays soit devenu un entrepôt d'otages et un sanctuaire pour les barons de la drogue à cause de nos propres erreurs d'appréciation et de notre manque d'anticipation. En effet, vous vous souviendrez qu'au même moment, en 2011, en présentant au président de la République les vœux de l'Assemblée nationale, nous nous sommes appesantis sur l'inquiétante situation qui se développait dans le nord malien. Une mission parlementaire dépêchée par mes soins, qui rentrait de notre septentrion, avait justement mis le doigt
sur la plaie mal refermée d'une énième rébellion renforcée par le chaos libyen et portant en embuscade les forces du narcoterrorisme. Car il faut le dire, ce sont des Maliens qui, au nom de revendications injustifiables, par une rébellion armée et en dépit des sacrifices énormes consentis par l'État depuis 1991 pour les régions du Nord, ont tenté de détruire le Mali. Ce sont des Maliens qui ont attaqué le Mali dans ses frontières internationalement reconnues. Et ce sont des Maliens qui portent à Aguelok la responsabilité du massacre atroce de plusieurs dizaines de nos soldats. Mes chers compatriotes, cette situation nous interpelle collectivement et individuellement. Elle nous commande de résister aux démons de la tentation et de la division. Elle nous commande de nous donner la main dans le pardon des offenses et avec la certitude absolue qu'unis, il n'est pas de montagne que nous ne puissions déplacer. Je sais que nous sommes capables de tout cela. C'est pourquoi, en dépit des difficultés du moment, je voudrais dire très fort que ma conviction est intacte dans la perspective imminente de la libération totale du Mali et que mon espoir est également intact dans le retour du Mali parmi les grandes nations démocratiques et laïques du continent. Car je suis sûr que nous allons sortir définitivement des polémiques artificielles et inutiles. Hier, il s'agissait de l'opportunité d'une aide étrangère. Aujourd'hui, il s'agit d'un prétendu choix entre le dialogue et la guerre, parce que certains d'entre nous pensent trop avec le cœur et pas assez avec la tête. Je veux dire clairement qu'il ne s'agit nullement d'une alternative dialogue, négociation ou opération militaire. Il ne s'agit pas du choix entre deux options opposées, s'excluant l'une l'autre. Il s'agit d'une seule option, la libération de nos territoires occupés et la défense de la laïcité de notre République. Cette option unique comprend deux volets, aussi nécessaires et aussi incontournables l'un que l'autre. Le dialogue et la négociation avec nos compatriotes du MNLA et d'Ansardine qui renoncent à toute idée d'indépendance, d'autonomie ou de charia. La guerre aux terroristes, aux narcotrafiquants, aux crimes organisés et à tous ceux qui veulent porter atteinte à notre intégrité territoriale, à la laïcité de la République et qui constituent une menace pour la paix et la sécurité en Afrique et dans le monde. Nous avons fait une offre de dialogue à l'ensemble de nos compatriotes qui ont cru devoir s'exprimer par la voie des armes au lieu de s'asseoir autour d'une table de négociation pour poser leurs problèmes. À ce jour, cette offre de dialogue reste intacte. Nous sommes prêts à engager un dialogue honnête et sincère dès que les préalables en seront réalisés. Je les engage à saisir cette opportunité et cette main tendue. Mes chers compatriotes, le président Blaise Compaoré du Burkina Faso conduit avec persévérance la médiation sous-régionale en vue de réaliser justement les conditions de ce dialogue. Dans les jours à venir, nous allons mettre en place la Commission nationale aux négociations qui mènera ce dialogue, bien entendu, en relation avec la médiation de la CEDEAO et tous les facilitateurs éventuels. C'est le lieu d'exprimer au président Compaoré notre profonde gratitude pour son investissement constant et de qualité. Depuis le déclenchement de la crise au Mali, les présidents en exercice de l'Union africaine et de la CEDEAO, respectivement, le président Yahi Boni du Bénin et le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire,
n'ont ménagé ni leurs personnes, ni leurs ressources pour être aux côtés de notre peuple en détresse. Qu'ils soient remerciés pour leur solidarité et leur sollicitude permanente à l'endroit du peuple malien. Mes chers compatriotes, chers frères africains, chers hôtes du Mali, dans cette crise majeure, le Mali enregistre non seulement le soutien actif de la CEDEAO, de l'Union africaine, mais aussi ceux de l'Union européenne, des Nations unies, de la France, des États-Unis d'Amérique, de la Chine, de la Russie et de nombreux autres partenaires bilatéraux et multilatéraux. C'est ainsi que ces derniers mois, à notre propre initiative et à celle de la CEDEAO, de l'Union africaine, des Nations unies et d'autres partenaires, de nombreuses et importantes rencontres ont été consacrées à la situation dans notre pays. Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté le 11 octobre 2012 la résolution 2071 sous le chapitre 7 qui autorise le secrétaire général des Nations unies à donner suite à la demande des autorités maliennes pour le déploiement d'une force militaire internationale dédiée à la reconquête des régions occupées du Nord aux côtés de nos forces armées et de sécurité. Dans le prolongement de la résolution 2071, s'est tenue ici même en novembre dernier la 11e réunion extraordinaire des chefs d'état-major de la CEDEAO, élargie aux experts militaires de la force en attente de l'Union africaine, des Nations unies et des pays partenaires. Cette réunion de haut niveau a élaboré un concept d'opération harmonisée, le CONOPS, qui fixe les axes stratégiques de l'intervention militaire dans notre pays. Enfin, la résolution 2085 du Conseil de sécurité des Nations unies, autorisant le déploiement des forces militaires internationales au Mali, fournit la légalité dont certains de nos amis avaient besoin pour aider notre pays à se libérer. Chers compatriotes, nous aurions jusqu'en disant la ligne occupée pour souhaiter que le partir de nos actions fût le plus bref possible. Légal, nous met avec toute l'indépendance requiert davantage de temps pour régler tous les détails stratégiques. Mali tente certains semblent le poser. Quand donc, contre le terrorisme, c'est facto et même jouera les preuves. Elle sera aux avant-postes et elle se prépare activement à vocation à entrer dans un avenir proche la conquête de l'unité de l'État et de notre souveraineté. Telle est sa mission historique. Elle ne s'y déroulera pas. Mes chers compatriotes, mission de notre territoire national. Je n'ai aucun doute sur notre volonté commune et notre détermination inébranlable à atteindre cet objectif parce qu'il est juste, parce qu'il est légitime et parce qu'il est noble. Mais nous avons également pour mission d'organiser des élections, des consultations électorales propres que notre peuple et nos amis appellent de tous leurs vœux. Dans cette perspective, le ministre de l'administration de l'aménagement continue la tenue régulière des concertations avec la classe politique, l'esquisse du budget pour les élections 2013, le lancement de l'audit du fichier électoral consensuel et de l'évaluation du RAVEC, l'élaboration d'un calendrier électoral pour l'année 2013. Mes chers compatriotes, durant 2 décennies, nous avons organisé régulièrement des consultations électorales
globalement accepté par nous-mêmes et par la communauté internationale. Beaucoup de pays nous ont envié la vitalité de notre expérience démocratique et souvent n'ont pas manqué de s'en inspirer pour consolider la leur. Cet apprentissage plutôt réussi nous a donné le sentiment que nous étions arrivés à un stade que les grandes démocraties ont mis des siècles à construire et à consolider. Mais les événements de mars 2012 sont venus nous rappeler brutalement la fragilité de notre pratique démocratique. Ils sont venus nous prouver que les acquis étaient loin d'être irréversibles et aussi et surtout qu'en temps opportun, nous aurons à faire face à notre devoir de critique et d'autocritique. Ils sont venus nous convaincre que désormais nous n'avons plus le droit de faire semblant, que désormais nous devons bâtir ce pays sur du solide et que chacune et chacun d'entre nous doit lui céder un peu de son ego et un peu de ses intérêts. La transition préparera minutieusement les élections parce qu'elle est consciente, comme chacune et chacun d'entre vous, de l'apport de la démocratie dans la création des espaces de liberté et la libération des énergies créatrices pour trouver des réponses à la demande sociale et à la dynamique d'un développement qui change la vie des citoyens. La transition préparera minutieusement ces élections parce qu'elle est consciente que pour notre nation éprouvée, il faut un pouvoir fort de la légitimité populaire et disposant de plus de temps pour relever les défis qui seront nombreux. Pour ma part, je souhaite que nous tirions tous les enseignements de nos échecs collectifs afin que ces élections soient l'occasion de recoller définitivement au train de la communauté des démocraties. Ces élections doivent donner à notre peuple l'occasion de s'exprimer librement, de se réconcilier avec lui-même et avec les autres. Elles devront également marquer le retour intégral des coopérations bilatérales et multilatérales et celui des investisseurs. La gestion intelligente des défis et surtout leur réussite seront révélatrices de notre détermination à tourner définitivement la page de la crise et à doter notre pays d'institutions stables. Mes chers compatriotes, dans les jours à venir, fort de la synthèse des consultations antérieures ainsi que des avis de nos partenaires, le Premier ministre fera devant l'Assemblée nationale une déclaration articulée autour des deux principaux axes de la mission de la transition sous forme d'une feuille de route. Cette feuille de route tant attendue, outre ces deux missions majeures, le gouvernement de transition travaillera à assurer aux citoyens les services qu'ils sont en droit d'attendre de lui. Il sera particulièrement attentif à la situation alimentaire des populations déplacées et vulnérables. Il veillera également à reconstituer le stock national de sécurité, dont le niveau a atteint la cote d'alerte à cause des pillages de ces magasins dans les régions sous occupation. Le ralentissement de l'activité économique depuis 8 à 9 mois est une réalité. Toutefois, le gouvernement a pris des mesures courageuses de stabilisation du cadre macroéconomique pour maintenir les dépenses à un niveau compatible avec les recettes de trésorerie. C'est ce qui permet aujourd'hui à l'État malien de rester encore debout, à la grande surprise de beaucoup d'observateurs. Le gouvernement œuvrera à relancer la coopération économique et financière avec les partenaires techniques et financiers, de même qu'il prendra des initiatives nécessaires pour instaurer un dialogue permanent et fécond avec tous nos partenaires. Certes, les impatiences et les insatisfactions se manifesteront ici et là. Les conflits sociaux ne pourront être évités, mais à chaque fois, nous privilégierons le dialogue et la concertation
pour trouver les meilleures solutions possibles aux revendications qui, pour être légitimes, n'en devront pas moins rester dans les limites de ce qui est raisonnablement supportable et ne compromet pas les objectifs de la transition. Je souhaite que chaque Malienne et chaque Malien garde constamment à l'esprit le contexte de critico-sécuritaire que nous vivons et qui est synonyme de raréfaction des ressources de l'État. Mes chers compatriotes, en temps de paix comme en temps de guerre, le sport se révèle souvent être un puissant facteur d'unité, de cohésion et un domaine par excellence d'expression du sentiment d'appartenance nationale auquel j'attache la plus haute importance. À cet égard, l'inattendu sacre continental de l'USFAS à la deuxième CAN Foot, la Coupe d'Afrique militaire de football, jouée il y a seulement quelques jours en Côte d'Ivoire, a été un grand motif de satisfaction au regard des conditions de préparation et de participation à la dite compétition. Je leur renouvelle mes très chaleureuses félicitations ainsi que mes encouragements pour les nombreux défis à venir. Le gouvernement prendra toutes les dispositions utiles pour créer les conditions d'une participation honorable de nos militaires aux prochains championnats d'Afrique et du monde qui auront lieu en 2013, respectivement au Tchad et en Azerbaïdjan. Il en sera de même pour toutes les autres formations sportives nationales engagées sur plusieurs fronts courant 2013. Je pense notamment aux équipes nationales de football senior et junior qui doivent nous représenter aux Coupes d'Afrique de leur catégorie en Afrique du Sud et en Algérie. Je pense aussi aux équipes nationales de basketball qui doivent nous représenter dans 3 compétitions de haut niveau. En Lituanie pour les juniors dames, en Côte d'Ivoire à l'afro-basket masculin senior et au Mozambique pour l'afro-basket féminin senior. Ce seront là autant d'opportunités de vibrer avec nos sportifs qui, je n'en doute pas un seul instant, auront à cœur de défendre vaillamment nos couleurs. Mes chers compatriotes, en ces dernières heures d'une année de graves défis que le pays doit immédiatement relever, permettez-moi d'évoquer avec vous les êtres qui nous sont chers et qui souffrent de maladies. Un enfant, une mère, un père, un frère, une sœur ou un ami, malade à la maison ou sur un lit d'hôpital. Implorons ensemble Dieu le tout miséricordieux pour qu'il leur accorde la santé du corps et de l'esprit, le plus grand bien dont il peut nous gratifier. Et si quelques-uns d'entre nous échappent aux privations, et si nous sommes encore et heureusement une nation solidaire, nombre de familles connaissent encore, hélas, l'épreuve de la faim et du manque. Prions ensemble pour qu'il ne manque de pain sur aucune table. Puisse 2013 donner plus de satisfaction à ceux de nos enfants qui vivent les affres du chômage et qui ne demandent qu'à servir leur pays en s'épanouissant eux-mêmes. J'ai en ce moment une pensée particulière pour notre jeunesse qui s'apprête à célébrer la fin d'une année éprouvante à tous égards et le début d'une autre qui sera forcément meilleure. Cette jeunesse qui représente le bien le plus précieux de nos familles et de notre nation. Je lui recommande cependant la prudence sur les routes ce soir. Qu'elle sache également qu'elle est une jeunesse d'un pays en guerre avec un devoir de recueillement sur les souffrances des victimes directes de cette guerre. Enfin, je ne saurais vous oublier, justement, vous les victimes directes de cette guerre, vous les communautés de Tombouctou, Diré, Niafunke, Gundam, Kidal, Tessalit, Aguelok, Abebara, Gao, Bourem, Ansongo, Menaka, Douanza. Sachez que nous sommes toujours avec vous. Sachez que nous ne baisserons jamais les bras
sachez que la fin de votre calvaire est proche. L'année 2013, que nous nous apprêtons à célébrer dans la communion, sera la vôtre. Parce que personne n'empêchera le retour du Grand Mali, personne ne le divisera et personne ne le trahira longtemps. Notre situation actuelle est loin d'être une fatalité. Elle est difficile, certes, mais ensemble, nous pouvons transformer cette épreuve en une formidable opportunité pour un nouveau départ. Notre potentiel est affecté, mais pas anéanti. Notre morale est atteint, mais nous disposons encore de ressorts insoupçonnés qui nous permettront de rebondir encore et de rebondir toujours. Il faut y croire. Rien de grand, ni de beau et de durable ne se construit dans la facilité. La vie elle-même n'est-elle pas une succession d'épreuves? Les historiens modernes et les traditionalistes qui ont écrit l'histoire de nos glorieux empires et royaumes ne disaient-ils pas: le Mali peut trébucher, mais le Mali ne tombe jamais. Ce Mali éternel survivra à toutes les épreuves. Chaque Malienne et chaque Malien doit se convaincre qu'il a un devoir vis-à-vis de ce grand pays. Nous parcourrons jusqu'au bout notre chemin de croix sans faiblir et le regard haut, parce que nous savons qu'au bout, il y a la victoire. Dans quelques mois, je vous le dis, la tragédie que nous vivons en ce moment ne sera plus évoquée qu'au passé. Elle appartiendra au souvenir et notre pays aura repris sa marche inexorable vers son destin. Mes chers compatriotes, frères africains, hôtes du Mali, je vous renouvelle mes vœux d'une bonne et heureuse année. Que l'année 2013 soit une année de santé, de prospérité, de succès pour vous, vos familles, vos proches et vos amis. Vive le Mali, un, indivisible, démocratique et laïque. Que Dieu vous bénisse. Merci.